Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, nous allons essayer un nouveau format, un format un peu différent de vidéo. On fait une table ronde avec des abonnés. Donc on a l'honneur d'accueillir Flavien B, Géré MJ et Claim. Donc, qui sont des gens que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas non plus. C'est des volontaires qui ont été d'accord pour parler de jeux de rôle à distance. Ça va être le sujet de cette vidéo. Donc, on a proposé ce concept sur Discord, on a réfléchi à des sujets, et ces 3 personnes étaient volontaires pour parler de jeux de rôle à distance, mais on a plein d'autres sujets de prévus. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à rejoindre le Discord parce que vous pouvez donner vos idées de vidéos et potentiellement participer à ces tables rondes, tables de discussion, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est un premier essai. Je peux comprendre que ça fasse un peu bizarre que ce soit des, entre guillemets, kidam, sans vouloir ne blesser personne, qui participent. Parce que d'habitude, quand sur YouTube on voit des tables rondes et tout, ce qui nous attire le plus, forcément, c'est les personnes invitées. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Je pense que ces fameux kidam sont tout aussi intéressants que des experts ou je ne sais quoi. Mieux. Sûrement mieux. Apparemment Flavien a confiance en lui. C'est le challenger ce soir. C'est le stress. C'est ça. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous voulez participer à ce genre de truc, n'hésitez pas à venir sur Discord. Comme c'est des volontaires, évidemment, je tiens à ce que dans les commentaires, tout le monde soit respectueux. On n'est pas là pour faire du militantisme, etc. C'est juste des gens qui avaient quelque chose à dire. On va discuter. On n'est pas là pour créer un débat ou pour cliver la populace. Donc voilà, respectez-les, ce sont des êtres humains comme vous, après tout. Donc on va parler de jeux de rôle à distance, mais avant qu'on commence, je vais vous inviter à vous présenter chacun votre tour, succinctement. Et on va commencer justement par Flavien. Flavien, vas-y. Eh bien oui, je m'appelle Flavien, j'ai 29 ans, j'habite à Brest en Bretagne. Concernant mon parcours rôliste, mon père nous a fait jouer une session quand j'étais petit avec des copains. Sinon, on va dire pour du gros jeu de rôle, j'ai commencé vers 2012, donc ça fait 8 ans déjà. Et depuis 2015, je fais du jeu de rôle virtuel et en complément de mes sessions traditionnelles. Voilà. Ça marche. Géré MJ, ou Jérémy, ou MJ, Oui, je ne sais pas. tu peux dire Jérémy, il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc, comme on l'aura deviné, mon prénom est Jérémy, ce qui est fou. J'ai 22 ans. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle également, pour le coup, en 2015, aussi en virtuel. Et j'ai d'abord été joueur en tant que personnage secondaire d'un scénario d'un pote. Puis, j'ai été MJ et joueur à la fois. J'ai commencé à distance et j'ai fait à distance pendant de nombreuses années. Et c'est que à partir de l'année dernière que j'ai commencé à faire du présentiel en fait. Okay. Et donc j'ai créé mon propre JDR, un autre pote a créé le sien, et du coup je jongle entre ces 2 JDR pour l'instant. Et actuellement, je suis juste MJ de mon propre jeu de rôle que j'ai créé et qui s'appelle Modernitas. Ok, c'est bien, ça fait des petits placements de produits, c'était pas prévu. Évidemment. Ok. Bah déjà c'est intéressant parce qu'il y en a un qui vient du jeu de rôle en présentiel et un autre qui vient du jeu de rôle à distance. C'est déjà quelque chose qui pose des questions. Mais avant d'aller plus deep, je propose à Claim de se présenter. Claim qui nous a fait cet overlay à l'instant, extrêmement impressionnant. N'hésitez pas, à la fin de la vidéo, le numéro de Claim s'affichera. Et vous pourrez l'appeler pour des services éventuels. L'échec. Du coup, moi c'est Clem, j'ai 20 ans. Je pratique le jeu de rôle depuis, je dirais maintenant, peut-être 5 ans, peut-être 6. Ce qui m'a vraiment fait plonger dedans, enfin, j'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais enfant, j'ai beaucoup entendu tout ce qui est jeux vidéo et fiction, donc rapidement le mot jeu de rôle est apparu, mais j'en ai jamais fait. Et je m'y suis vraiment intéressé en fait lorsque Aventure est sorti. Donc moi j'ai commencé à distance avec Roll20. J'ai commencé à distance, j'ai joué qu'à des règles custom du coup. J'ai jamais joué vraiment avec des règles préfaites. Ou alors j'ai tenté, mais on n'a jamais fait de session finalement. Mais du coup, ouais, j'ai toujours joué avec des règles inventées et custom grâce à Roll20. Et aujourd'hui, je suis MJ sur une campagne régulière.
Et j'ai commencé en tant que joueur, premièrement. Et je suis joueur aussi sur une campagne moins régulière. Ça marche. Les deux à distance. Ok. Donc du coup, on va commencer par une question très très simple, une question préalable qui je pense est importante, c'est de vous demander à chacun quel logiciel vous utilisez pour jouer à distance, parce que si on commence à partir sur des aspects techniques après, il vaut mieux que les gens aient un référentiel, se demandent pas de quoi on parle. Donc je pense qu'on va reprendre le même ordre. Succinctement, Flavien, toi tu te sers de quoi pour jouer à distance? Principalement Run20 ou Roll20, comme vous voulez. J'ai testé un petit peu un nouveau logiciel qui s'appelle Let's Roll, je crois, qui est un logiciel français qui est sorti du Kickstarter il n'y a pas longtemps, d'une alpha, mais qui n'est pas encore fini, mais qui est assez prometteur. Et sinon, il y a Tabletop Simulator que j'ai essayé vite fait, mais qui ne m'a pas convenu, malgré le fait qu'il a énormément de promesses, notamment pour la VR. Ouais. Je vois bien ce que c'est. Gérer MJ. Moi, j'utilise Roll20 pour tout ce qui est effectivement principalement des cartes. Et après, en soi, j'utilise pas mal d'éléments annexes. J'utilise la suite Adobe, Photoshop et Lightroom pour tout ce qui est fan art de perso et tout. Mais pour vraiment se réunir avec mes potes, c'est Roll20. Ok. Un claim. Moi j'ai Roll20 aussi, énormément, je dois avoir plus de 1000 heures dessus. Mais j'ai essayé aussi une autre plateforme qui s'appelle Astral Tabletop, qui en fait était simplement un Roll20 bis. Il y avait même les mêmes tokens que sur Roll20, je sais même pas s'ils avaient le droit ça. C'était simplement un Roll20 avec la possibilité de mettre des fonds animés et de la pluie, mais c'était une option payante. Donc, je suis resté sur Roll20 par souci pratique. Unanimité autour de Roll20, ce n'était pas prévu, aucun placement de produit ici évidemment. Sachez tout de même que Roll20 dispose d'une option payante qui vous permet d'avoir davantage d'espace. Bref. Ok. Donc pourquoi vous avez choisi Roll20 finalement? Parce que c'est la solution qui s'affiche comme la plus évidente pour vous, parce que tout le monde l'utilise. Si quelqu'un veut donner son avis là-dessus. Déjà, c'est en français. Ok. Donc pour les néophytes en anglais ou qui ne parlent pas du tout, c'est plus accessible. Ouais. Donc, c'est pas faux. Il n'y a pas de version anglaise de Roll20? Si. À la base, c'est anglais. Ok, ouais. Peut-être aussi parce que c'était celle utilisée, moi je pense dans mon cas par aventure, et que moi lorsque j'ai commencé j'ai rejoint des groupes, qui du coup, un groupe qui s'est formé d'ailleurs grâce à la communauté aventure et la communauté de Maillard, et qui du coup faisait du JDR sur Roll20, et après j'ai mon groupe à moi qui s'est formé, et en fait on a toujours fait sur Roll20, donc c'est sur ce logiciel que j'ai appris parce que les groupes que je rejoignais étaient déjà dessus. Et je pense aussi peut-être parce que c'est le premier résultat sur Google si tu tapes online tabletop RPG. J'avais essayé d'explorer d'autres sites aussi, mais il se trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très axés fantasy ou SF. Et vu que mon JDR est plus contemporain avec un peu de cyberpunk, Roll20 avait des tokens qui m'allaient bien. Contrairement à d'autres sites que j'avais un peu explorés où je trouvais qu'il y avait trop l'un ou de l'autre et où j'arrivais pas à trouver des trucs contemporains, en fait, c'est tout con. Ok, d'accord. Et pour vous, c'est un facteur décisionnel important, les tokens intégrés? Vous créez vos tokens ou ce genre de choses? Enfin, est-ce que, en gros, votre principal focus, c'est l'interface et l'expérience utilisateur, ou c'est genre la bibliothèque qui est proposée d'assets, de base, etc.? Personnellement, je dirais avant tout l'interface, parce que tu peux ensuite ajouter tes propres créations au besoin. Après, faut pas nier le fait que la boutique de Roll20 est assez massive, assez bien fournie et relativement de bonne qualité. Donc oui, en fait, on peut avoir les deux avec Roll20. Personnellement, c'est plus l'interface qui me convient le mieux en fonction de mes besoins par rapport à ce que je veux donner sur mes parties. Ok. Je suis complètement d'accord. Ouais. Je suis complètement d'accord. C'est plus, pour moi, les tokens sont secondaires quand même. Mais mine de rien, il faut arriver à trouver quand même un minimum de trucs, quoi. Du coup, je pense que l'interface est quand même plus importante que le nombre de tokens en soi, parce qu'effectivement, comme le dit très bien Flavien, tu peux créer tes propres trucs et tout. Moi, je le fais pas. Je prends que des trucs existants sur Roll20, mais du coup, c'est vrai que pour moi, c'est secondaire. Ouais, moi je vais les rejoindre aussi. Je suis plus vraiment Roll20. Moi, ça peut principalement être pour mettre des images ou autre. Même si moi, avec le groupe que j'ai, on s'est toujours habitué à jouer avec des maps. Donc, pour mon groupe, évidemment, j'en fais. Donc, c'est vrai que ça joue aussi, mais ça va surtout être l'interface. Parce qu'après, moi, tout ce qui est token,
pendant longtemps, on jouait avec les tokens de Roll20, les petits personnages hyper bien dessinés, mais payants. Et du coup, on en a fini à utiliser d'autres trucs où on fait nos propres tokens, on fait simplement des cercles avec nos personnages dedans. C'est beaucoup plus simple. Mais après, la bibliothèque reste importante, je pense, pas forcément du coup pour les tokens, mais pour les fonds de map que ça peut te proposer, tout ce qui est herbe, etc. Je sais que du coup, moi, du coup, quand je prépare une session, je prépare des maps. Si j'ai envie de mettre une clairière, je vais pas me faire chier 40 ans à chercher de l'herbe, je tape grâce et j'ai 40 herbes différentes pour faire une map jolie, alors qu'avec d'autres logiciels, ce serait beaucoup plus dur. Mais c'est vrai que si on essaie pas de faire des maps, ça va surtout être l'interface plutôt que la bibliothèque. Ouais. Parce qu'en fait, bon, ça va être la première digression. Parfait. On verra si on On coupe s'y ça au attend. montage. Mais On genre, s'y attend. mais en fait, là, les premières questions, ça fait un peu étude de marché, hein. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un virtual tabletop, un logiciel, enfin, s'il y avait un concurrent qui arrivait, genre clé en main, parce qu'il y a quand même un truc dans le jeu de rôle à distance et les logiciels qui sont proposés, c'est qu'il y a toujours ce petit côté bricolage, tu vois, qui peut en rebuter quand même pas mal, tu vois, même si c'est pas hyper compliqué, ça demande un investissement de base pour comprendre et ensuite un investissement en temps pour mettre en place, tu vois. Donc, je me dis, par exemple, moi j'utilise des trucs pour créer des cartes. Il y a Wonderdraft, c'est le plus utilisé, mais il n'a pas des assets hyper beaux et du coup tu vas aller chercher sur internet tous les assets dont tu as besoin. À côté, j'ai Incarnate, par exemple. On est vraiment dans du placement de produit total. C'est parfait. Et à côté, j'ai Incarnate, tu vois, par exemple. Bah, moi, je vais le préférer parce qu'en fait, il a une énorme bibliothèque et il répond à la majorité des besoins aussi, tu vois. Donc, je me dis, est-ce que un des trucs qui pourrait pas, je ne sais pas s'il en a besoin, mais démocratiser le jeu de rôle à distance, ce serait pas une solution genre vraiment hyper clé en main, tu vois. C'est une question que je me pose. Eh bien, justement, ce qui est vraiment cool, je trouve, et j'aurais voulu que ça se sache au début quand j'ai commencé, c'est que Roll20 te propose des campagnes justement préfaites, payantes ou gratuites d'ailleurs, c'est C'est un vrai. choix, notamment si vous êtes fan, bon, je vais prêcher ma paroisse, mais si vous êtes fan de Donjons et Dragons, vous avez la plupart des campagnes qui sont accessibles. C'est-à-dire que tous les onglets sont présentés avec les cartes, tu as les illustrations, tu as les monstres qui sont déjà codés, tu as même l'éclairage dynamique, si jamais tu as l'option de l'éclairage dynamique. Tout est déjà mis en fait sur place pour que justement tu puisses te concentrer sur ta narration, sur ton RP et sur ton scénario. Donc il y a des accessibilités qui sont faites et je le répète, il y a du payant mais il y a aussi du gratuit qui est de bonne qualité. En tout cas sur Roll20. Les autres je sais pas. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? J'irai MJ claim là-dessus. Ouais, je te dis Hugo, c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, il y a je sais pas si on peut parler de désavantages, mais effectivement, il y a un investissement de temps à distance qui est beaucoup plus grand, je pense, que en présentiel. Mais du coup, moi, j'aime bien comparer ça à genre, tu sais, quand tu fais du ciné, t'apprends les trucs du son ou d'une caméra, tu vois. Moi, j'aime bien cette idée que pour créer une sorte de narration différente de ce qu'on peut voir au ciné ou dans des jeux vidéo ou quoi, bah, tu as besoin aussi d'apprendre quelques savoir-faire. Et je trouve que justement, j'y reviendrai plus tard, mais le distanciel, ça permet vraiment de créer une autre forme de narration et je trouve ça vraiment intéressant. Donc effectivement, il y a une sorte de besoin d'apprendre de nouveaux outils, mais j'aime bien aussi ce côté, bah, t'apprends de nouveaux trucs, effectivement. Genre vraiment. Ouais, enfin, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, Claim. Non, j'allais être dans la même ligne un peu de. T'ajoutes quelque chose, comme il dit, j'aime beaucoup la comparaison au cinéma. Après, moi j'ai un avis aussi là-dessus qui est que pour moi, c'est la pratique du jeu de rôle à distance, pour moi, est un peu une phase de transition, dans le sens où elle a donné naissance à vraiment une autre façon de faire du jeu de rôle, et notamment par les battle maps. Parce qu'aujourd'hui, je sais que sur Roll20, vraiment Roll20 est à la base pensé vraiment pour que chacun fasse des maps avec des carrés, des pions, des machins, là où le jeu de rôle à la base se passe de ça. Le premier conflit pour moi se crée là-dessus. Et c'est pour ça que je pense que c'est une autre façon de jouer, parce que j'ai vu beaucoup de groupes en fait. Cet investissement, du coup, c'est sûr que jouer avec des maps demande ça demande du temps. Moi, je sais que quand je prépare une session avec des maps, je vais me prendre 1 heure, parfois 2, parfois plus, pour préparer quelques maps pour ma session. Mais j'ai aussi vu beaucoup de groupes qui utilisaient Roll20 sans faire de map, où du coup, ce temps de préparation n'était pas là. En fait, même si pour jouer, en fait, pour moi, ça rajoute simplement une option et pas un investissement nécessaire, parce que les maps sont pas nécessaires. Tu peux vraiment jouer sur Roll20 sans faire de map. Et d'un coup, ton temps de préparation est beaucoup plus court. Ok. Alors,
Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense, enfin, très clairement, les battle maps, ça existait avant Roll20. Ça a toujours été une option. Mais ce qui est intéressant, d'une certaine façon, c'est que là, tu peux, si t'avais pas de talent de dessin et que t'avais pas le matériel nécessaire, c'était compliqué de faire des battle maps en physique par rapport à via logiciel, où tu peux même télécharger des battle maps toutes faites, etc. Mais l'un dans l'autre, c'est pas le jeu à distance qui a apporté la battle map. Et en fait, là où je vois ce que tu veux dire, c'est que c'est pas nécessairement une contrainte de pas avoir d'assets parce que tu peux effectivement t'en passer si tu n'en ressens pas le besoin. Donc c'est vrai que c'est juste un argument qui va séduire des gens qui ont des sensibilités différentes en fait. C'est ça. Ok. Et du coup, pour terminer un peu sur le côté étude de marché, si par exemple un jour vous essayez de créer vous voulez créer votre propre service de jeu à distance, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, à puiser des idées. On va terminer sur, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a des plateformes de jeux à distance qui se sont créées, à quel besoin ça répond, en sachant qu'avant même qu'il y ait des plateformes de jeux à distance, il existait déjà des outils comme Skype, enfin peut-être pas Zoom, j'en sais rien, je vais arrêter de citer des trucs, mais il existait déjà des moyens de communiquer avec caméra, avec son, etc. Pourquoi des plateformes spécifiques? Flavien. Ah, bon, bah, je vais laisser Flavien. Ou bien Claim, vas-y. Moi, je pense, pour une première raison toute bête, Discord est arrivé récemment. Donc aujourd'hui, avec Discord, c'est différent. Et un des arguments qui a fait, je pense, l'apparition de Roll20 Haute n'est plus valable. Mais avant, c'était juste Skype. Et avec Skype, certes, tu peux mettre tes caméras, certes, tu peux te voir. Mais tu ne peux mettre ni musique, ni partager facilement des fichiers, ni ni faire des jets de dés avec Skype. Roll20 t'inclut tout le matériel nécessaire en fait. Pour Roll20, pour faire une partie de jeu de rôle, t'as vraiment besoin de rien d'autre que ton ordinateur. T'as les dés qui sont déjà dedans, t'as un joueur qui a jamais touché au jeu de rôle, il n'y a pas besoin d'aller s'acheter des dés pour les jeter chez lui derrière sa caméra, ils sont déjà tous intégrés. Donc je pense que ça a été un des premiers arguments et du coup c'est une des raisons qui font que ça s'est développé et pas juste Skype du coup. C'est les dés et après les musiques pour l'immersion et tout. Et finalement, le premier argument, je pense que ça a été les dés. Mais il y a vraiment après tout le reste du matériel, tout ce qui est musique, autre. Il n'y avait pas ça sur Skype. Aujourd'hui, on peut le contrer parce qu'on a des bots pour Discord. Il y a des bots qui jettent des dés, il y a des bots qui mettent de la musique, il y a des bots qui partagent des images ou autre. Mais à l'époque où il n'y avait pas de ça, je pense que c'est ce qui a fait le principal argument des plateformes comme Roll20. Ok. Et bon, je pense que si je repose la question aux deux autres, vous allez arriver plus ou moins à la même conclusion. Je ne sais pas si vous avez un truc spécifique. Moi, je vais prendre plutôt un petit aspect, on va dire, plus historique par rapport aux jeux vidéo, en fait, par rapport au MMO. C'est qu'à une époque, on faisait que du jeu de rôle et il n'y avait pas justement le développement d'Internet. Et pour faire de la sociabilité dans le cadre de la fantasy, en tout cas, si tu passais par le jeu de rôle papier. Et arrivé à Internet, je crois que JDG d'ailleurs en parle dans une de ses vidéos, c'est qu'il y a eu le bousculement en fait du MMO par rapport au jeu de rôle papier qui a fait que d'un coup, tu pouvais vivre une expérience nouvelle dans un monde d'Heroic Fantasy, style Warcraft, etc. Où justement, voilà, tu pouvais faire du RP d'une autre manière, avec un autre niveau, on va dire, d'investissement et surtout un point de vue ludique en fait. On a pu le papier ça fait vieux, ça se tâche, voilà, faut avoir du temps, etc., etc. Et le MMO a bousculé ça. Et maintenant on arrive à une transition où les deux se chevauchent en fait. On a les outils effectivement, comme tu l'as dit Clem, on a maintenant les outils où justement le rôliste va pouvoir entre guillemets prendre sa revanche sur le MMO et pouvoir intégrer à l'ère d'internet sa passion à son quotidien en fait, alors qu'avant il avait été renié on va dire au côté MMO. Voilà. Ok, d'accord. Jérémy, tu voulais dire quelque chose, je crois, Jérémy. Ouais, je voulais juste aussi me dire que s'il y a aussi différentes plateformes qui se font concurrence, je pense qu'il y a aussi une recherche de réalisme. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui est quand même assez constant dans tous les arts en fait. Enfin, pour moi, le jeu de rôle en fait partie.
Et du coup, il y a aussi une recherche, comme on le disait, avec la pluie, par exemple, sur Astral et tout. Il y a une sorte de recherche de réalisme et d'immersion un peu. Et je pense qu'avec les progrès technologiques, etc., en fait, il y a aussi cette idée de rechercher quelle plateforme sera la plus immersive. Et après, on peut aussi se dire, oui, il y a aussi une logique de quelle sera la plus facile à utiliser en même temps. Donc je pense qu'en vrai, il y a pas mal de concurrence aussi qui se fait au niveau technologique et au niveau apporter cette expérience d'immersion. Enfin, je pense que c'est vraiment l'un des buts vers lesquels s'orientent toutes ces plateformes. Ok, ok. Je pense même, pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense même qu'au-delà d'une recherche d'immersion, il y a aussi une recherche de ressembler à un jeu vidéo, je pense. Parce que je pense qu'un gros, justement, avec Flavien l'a très bien fait rebondir avec cette idée de revanche du rôliste sur le MMO. Je pense aussi qu'avec les plateformes en ligne, il y a une volonté de conquérir les joueurs de jeux vidéo et de les mettre au jeu de rôle, en fait. Et je pense que cet attrait aussi, l'attrait du coup des pions, des machins, des musiques, de tous les HUD, les barres de vie, tous les machins, c'est aussi un moyen peut-être de toucher des joueurs de jeux vidéo, je pense aussi. Du coup, il y a cette, je pense, recherche de réalisme en fonction des plateformes, mais je pense qu'il y a aussi cette recherche de créer un jeu vidéo. Je sais que moi j'ai un ami MJ sur Roll20 qui a vraiment la sensation de créer des jeux vidéo, et c'est faire des jeux de rôle sur Roll20 qui l'a motivé à étudier pour devenir programmeur de jeux vidéo. Ok, ok. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Ou est-ce qu'on passe à la suite? Points. Parce que j'ai l'impression qu'on commence à tendre vers les autres questions. Mais vas-y, si t'as un petit truc en plus. Rapidement, effectivement, par rapport à ce que tu as dit, c'est effectivement les plateformes, les interfaces, ce jeu vidéo tease. Il n'y a qu'à voir Let's Roll où c'est carrément une barre MMO pour lancer les dés et lancer les pouvoirs. Et donc oui, non, je rejoins effectivement, il y a commence à avoir un tourbillon là-dessus sur le jeu de rôle virtuel en tout cas. Ouais, en fait, je pense que je vais clore ce sujet-là là-dessus. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les plateformes, je pense, elles se développent plutôt, effectivement, plus que l'immersion. Je pense qu'elles se développent pour donner un aspect ludique au truc qui ressemble aux jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces plateformes, elles cherchent à répondre à un besoin qui n'existait pas quand les jeux vidéo n'existaient pas. Et que, en fait, pour ceux qui sont beaucoup plus narratifs et qui n'ont pas besoin de plans, etc., c'est très difficile de proposer quelque chose pour eux, finalement. Parce qu'en fait, tout comme le jeu de rôle sur table, sans figurines, etc., c'est finalement assez minimaliste. Une plateforme de jeu à distance, elle n'a pas grand-chose à proposer à ces joueurs qui n'ont pas besoin de battle map, qui n'ont pas besoin Enfin, ils auront besoin de GD, de se voir, etc. Mais je pense que c'est une des raisons aussi qui fait qu'il y a des gens qui préfèrent jouer en présentiel qu'à distance parce qu'ils voient pas la plus-value qu'apportent les battle maps, etc. Parce que de base, ils s'en servent pas, quoi. Donc l'autre besoin évident auquel ça répond, mais là pour le coup ça ne dépend pas de l'existence de plateforme, tu peux le faire avec Skype ou n'importe quoi, c'est que tu peux jouer plus souvent si tu es distancié géographiquement et tu peux jouer, si tu ne connais personne autour de toi, tu peux trouver une communauté en ligne. Mais ça c'est pas Roll20 qui l'a inventé, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien sûr. Tout à fait. Donc voilà, je propose qu'on passe à un autre sujet. C'est vu que à la base le jeu à distance, pas les plateformes de jeu à distance en tant que telles, mais le jeu à distance, il cherche à répondre à un besoin qui est celui de jouer plus souvent. Dans un premier temps, l'objectif du jeu de rôle à distance, c'est de faire comme si on jouait, mais à distance. On est d'accord? Comme si on jouait autour d'une table, retrouver ces sensations-là et le transcrire sur la toile, finalement. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des désavantages, enfin des trucs qu'on peut retrouver autour d'une table qu'on ne retrouve pas à distance? Je vous laisse d'abord dire un peu ce que vous pensez, et moi derrière j'ai peut-être des petites attaques, j'ai envie de dire, des petites questions à poser. Donc du coup, je propose qu'on change un peu l'ordre. On a fait de haut en bas, maintenant on va partir de GRMJ, puis Claim, puis Flavien, si ça vous va. Très bien. Parfait. Je pense que l'un des premiers trucs qu'on a beaucoup dit d'ailleurs, c'est vraiment un truc qui est assez connu, c'est que globalement, l'immersion peut être rendue problématique. C'est-à-dire qu'il y a plus de parasites possibles. On peut penser à une mauvaise connexion, des mauvais micros aussi, de ouf. Ça peut vraiment faire en sorte que tu perds le fil, quoi. Et tu as la possibilité évidemment d'être distrait plus facilement vu que tu as un outil informatique et Internet d'ouvert. Donc tu peux être distrait plus facilement. Il y a aussi moins d'interactivité dans le sens où il y a moins de possibilités d'interaction non verbale avec un joueur, par exemple. Quand tu es en présentiel, tu peux regarder un joueur spécifiquement,
Alors que là, vu que tu as une sorte de display de caméra, soit à part si tu prends quelqu'un dans un salon à part, par exemple, mais du coup, c'est un peu plus chiant à faire, je pense, qu'en présentiel. Donc, tu as moins ce côté interactivité avec juste un seul joueur. Enfin, moi, je sais que c'est très chiant dans mes parties, on le fait pas comme ça. Ok. Et je rajouterais aussi qu'il y a aussi la sensation de toucher qui n'est plus possible. Par exemple, je sais qu'il y a des rôlistes qui font des parchemins ou des trucs comme ça, qui les fabriquent vraiment. Et ça ajoute un truc de ouf, je trouve, au niveau de l'immersion aussi, quoi. Et là, t'as pas cette possibilité de toucher. Et du coup, ouais, je trouve qu'il y a quand même des trucs qu'on perd. Ok, donc surtout dans l'immersion pour le coup. Ouais. Claim. Je le rejoins pas mal sur le côté prendre des jours à part. Il a vraiment raison dans le sens où en présentiel c'est beaucoup plus simple. Alors qu'à distance, c'est comme il a dit, ça va vraiment être on dégage le reste du groupe en fait. Et le reste du groupe a vraiment cette sensation d'être mis à part. Après, ça a un avantage, c'est de se dire que ça nous pousse aussi à faire, lorsqu'on fait des moments où on sait qu'il y a un joueur, à les faire plutôt courts. Et justement, c'est aussi un moyen de se dire qu'on fait pas tourner l'intrigue autour d'un joueur et que vraiment on continue. Ça nous pousse aussi à garder le groupe en tant que groupe. Parce que c'est des situations qu'on va chercher parfois à éviter, de façon générale. Après, moi je sais que j'éviterai, si un joueur d'un coup a un truc où il doit être mis à part, je vais éviter qu'il ait une conversation qui dure une demi-heure et que le reste du groupe soit parti faire autre chose, quoi. Après, moi j'ai cette idée du coup comme je le disais tout à l'heure, c'est en train de développer vraiment deux façons de jouer différentes, le fait du virtuel. Et je l'ai remarqué surtout parce que j'ai fait très peu de présentiel, mais j'en ai fait un peu. Les joueurs sont très différents, dans le sens où aujourd'hui, en tout cas moi les joueurs que j'ai vus d'expérience, les joueurs à distance que j'ai eus ont des attentes bien différentes. Souvent parce qu'ils n'ont jamais essayé le jeu de rôle en présentiel. Et c'est une image du jeu de rôle du coup qui est vraiment beaucoup plus jeu vidéo qu'avant. Et je pense vraiment que la notion de jeu de rôle est en train d'évoluer avec ça. Parce que moi souvent c'était justement des gens qui s'attendaient soit directement à faire aventure bis, avec les mêmes règles et tout pareil, en se disant un jeu de rôle ça a toujours les mêmes règles, soit c'était des gens simplement qui s'attendaient vraiment à directement avoir des maps et du dessin ou du machin. Et je sais qu'il y a des gens qui se sont butés si on fait un jeu de rôle à distance sans Roll20. Ok, d'accord. J'ai déjà vu un groupe, on avait dit on fait un jeu de rôle à distance, mais moi j'ai déjà mes dés chez moi, j'ai tout. Et si vous en avez pas, j'ai mis un bot sur Discord, mais du coup on a juste besoin des caméras, et si vous voulez des musiques, j'ai un bot pour mettre des musiques. Et là il y en a qui ont fait ah, il n'y a pas Roll20, et ça s'est annulé. Ils ont pas voulu jouer. C'est pour ça que je pense que c'est en train de créer en fait peut-être pas forcément deux façons de jouer différentes, parce que c'est très proche, hein, parce que ça reste du jeu de rôle. Mais en tout cas, c'est en train de créer des joueurs différents qui ont des attentes différentes. Et je pense qu'un joueur en ligne n'aura pas les mêmes attentes qu'un joueur présentiel s'il n'a jamais essayé l'un ou l'autre. Et à l'inverse, un joueur présentiel n'aura pas du tout les mêmes attentes en ligne, et je pense même aura tendance à être rebuté par le en ligne. Ok. Très bien. Je vais contraster. C'est très intéressant ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je vais toutefois nuancer, je vais toutefois contraster. J'ai vu que sur Roll and Play, pendant le confinement, ils se sont mis à faire du jeu de rôle en ligne. Et ça m'a fait rire parce que ils se sont contentés en fait de lancer leurs dés avec qu'ils avaient en fait. Donc c'est vrai que ça paraît bizarre, surtout quand on se dit virtuel. Donc, du coup, on va lancer les dés. Donc, c'est vrai que ça a l'avantage en plus on va dire que la triche n'est pas possible en virtuel, ou alors c'est voulu, mais la triche n'est pas possible. Alors qu'avec un dé, effectivement, tu peux le retourner ou un truc comme ça. Bon, faut pas le faire. Ne le faites pas à la maison, les enfants. C'est très mauvais, très méchant. D'ailleurs, je t'interromps vite fait. Mais en plus, en ligne, t'as pas besoin de connaître les règles. C'est-à-dire que si tu demandes aux joueurs de jeter leurs dés chez eux, tu pars du principe qu'ils connaissent les règles. Alors que tu vois, en ligne, genre le joueur, il peut arriver, il s'en fout. Si le MJ, il a travaillé comme un fou derrière pour faire toutes les macros, il est comme ça, tu vois, c'est un peu genre, ça coule de source. C'est vrai. Vas-y, je te redonne la parole. Mais du coup, oui, mais effectivement, c'est une question de confiance. Mais effectivement, mais tu peux te contenter d'imprimer tes feuilles à la maison. D'ailleurs, il faut ajouter un désavantage qu'il y a, c'est qu'on n'a pas tous les jeux de rôle qui sont retranscrits en ligne. Et ça demande parfois qu'on fasse nos propres macros ou alors qu'on fasse carrément du code. Mais ça, c'est clairement pas accessible à tout le monde. Donc, effectivement, une bonne vieille feuille à l'ancienne, un crayon à papier, un dé. En plus, maintenant, on peut très bien avoir une tour de dés si on veut avoir le petit côté interaction auditive. Au moment où on est en virtuel, vas-y, jette un dé, on entend le bruit. Ça marche très bien aussi, il n'y a qu'à voir les let's play là-dessus. Donc,
effectivement, on peut avoir une cassure entre d'un côté le virtuel 100% et le papier 100%, mais on peut avoir une sorte de conciliation aussi dans les deux sensations. Avoir effectivement l'envie de toucher le dé peut se faire en virtuel. C'est une question de confiance aussi. Donc après, à vous de voir si votre groupe est digne de confiance ou non. Je sais que ce sont des gredins la plupart du temps. Mais... C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, je pense aussi que... on n'a pas des écarts d'âge énormes, mais on a des expériences, on n'a pas commencé au même moment. On a quand même des différences, entre guillemets, générationnelles dans le cadre du jeu de rôle. C'est-à-dire que JRMJ et Claim, vous... Je sais plus si c'était ça, mais vous avez tous les deux commencé par voir Aventure, c'est ça? Moi, c'était ça, oui. Moi aussi, ouais. Donc forcément, quand vous arrivez, vous avez des attentes qui dépendent du fait que ce qui vous a attiré, c'est Aventure en premier. Aventure, c'est pensé pour les gens du jeu vidéo, finalement. Puisque c'est quand même... je pense. C'est des mecs qui sont des youtubeurs jeux vidéo à la base. Donc ils ont dû penser leur truc pour se dire, ok, nous, notre audience, c'est full jeu vidéo. On veut faire un truc qui ressemble à du jeu vidéo. Ah, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que là, sur le Discord, que vous devriez tous rejoindre, évidemment, il y a plein de gens il y a plein de gens avec qui je parle qui me disent qu'ils n'ont jamais acheté un livre de jeu de rôle, qu'ils n'ont jamais utilisé des vraies règles de jeu de rôle. Même ils disent, j'ai jamais fait du vrai jeu de rôle. Ça, c'est intéressant aussi. Vrai. Et c'est assez amusant parce que ce que je trouve vraiment cool, c'est que malgré ça, ils ont commencé à jouer. Et donc ça veut quand même dire, on parlait des désavantages, mais là je vais parler d'un avantage, que pour moi, un des gros avantages du jeu à distance, c'est qu'il y a des gens qui du coup ont eu des facilités pour se filmer et mettre en scène le jeu de rôle. Parce que se mettre en scène du jeu de rôle en vidéo, en physique, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc du coup, ça a permis de démocratiser l'image du jeu de rôle. Et du coup, les gens n'ont pas besoin d'en entendre parler par un tiers ou de se rendre au bon endroit dans la vraie vie, entre guillemets, pour voir comment ça fonctionne, etc., de demander à quelqu'un de leur expliquer et tout comment ça marche. Ils peuvent avoir des applications concrètes, visuelles, de comment ça se passe, et du coup se lancer sans même acheter un livre. Ce qui n'est pas très bon pour l'économie du jeu de rôle, mais qui est quand même assez intéressant. Enfin, après, il y a un travail de conversion Il est en partenariat avec toutes les maisons d'édition. Clairement, il faut le savoir. Mais en vrai, c'est faux, parce que finalement, t'as plus de chances d'avoir des clients finalement vont se dire, ah, je vais acheter un truc parce que j'ai essayé sans livre et maintenant j'aimerais bien acheter un livre. Bien sûr. C'est le but de la visualisation. C'est ça, c'était une boutade. Et d'ailleurs, ça me fait me dire que justement, c'est pas impossible que les Roll20 et tout, ils soignent aussi cet aspect visuel, justement dans l'idée que des gens vont streamer, tu vois, vont montrer les vidéos, etc. Je pense énormément, parce que c'est vrai que je garde l'exemple d'Aventure, hein, je pense pas que tout le monde aurait regardé s'il y avait aucun visuel. Il suffit de voir la plupart des actual play. Il y en a qui font un truc très bien, c'est parfois quand il y a une grosse scène, ils ont un fan art de la scène, souvent ils ont des dessinateurs ou autres. Mais c'est vrai que c'est dur de captiver une audience juste en ayant 4 mecs qui discutent. Ouais. Sauf si c'est des mecs hyper entertainment, quoi. Ouais. Ou si c'est nous, hein. Par exemple. Voilà, disons-le. Puisqu'actuellement, je regarde, nous avent encore 100% de notre audimat, effectivement. C'est une réussite. Mais c'est vrai que c'est très dur de captiver ça va être très dur de captiver une audience avec juste des musiques, des gens qui parlent. Alors après, il y a des moyens de le faire. Je pense à Roll and Play qui eux font beaucoup de plans de caméra, des choses. Ils ont je ne sais combien de caméras lorsqu'ils filment. Ils se changent, ils ont plusieurs effets. Donc eux, ils ont trouvé un moyen de dynamiser ça. Mais c'est vrai que d'un coup, on va toucher du coup un public qui directement cherche à regarder du jeu de rôle. Et je pense que c'était aussi le truc d'Aventure, c'est que je pense qu'ils avaient peut-être besoin de ce support qui était Roll20 pour avoir une partie de visuel, parce que sinon les gens n'auraient pas, je pense pas que quelqu'un qui serait tombé dessus par hasard se serait dit oh là c'est pas du tout ce que je veux voir, alors que là ils disent oh là là il y a JDG, oh et puis il y a une interface un peu jeu vidéo, il va rester 3 ans et faire c'est pas un jeu vidéo mais ça a l'air cool. D'ailleurs tout pareil, Roll and Play à la base ils invitent quand même Maxime Chatham. Alors pour le premier épisode. Bon, après, dans tous les cas, il y aurait des gens qui auraient regardé, parce que t'as Julien Dutel, qui est quand même connu dans le milieu, parce qu'il a créé énormément de choses, il a travaillé pour Casus Belli et tout.
Mais en fait, eux, ils ont une plus-value qui est autre, c'est-à-dire que par exemple, leurs joueurs, c'est des acteurs. Euh, Mm. ils ont Black Book Edition en partenaire, etc. Donc forcément, ils ont des vues. Si on Ils savaient le prend, vent en poupe. c'est ça. Si on prend Game of Roll, chez le stream, bah, les gens ils viennent parce que c'est drôle, parce qu'ils voient leur streamer préféré faire des trucs, etc. Donc l'un dans l'autre, je pense que le format qui fonctionne le mieux à terme, c'est quand même le physique, tu vois, à regarder, je pense. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se prennent au jeu de filmer leur partie, tu vois, plus en amateur. Ouais. Et eux, ils vont tous essayer de mettre des petits overlays, de faire Roll20, des trucs comme ça. Euh, et du coup, là, ça peut devenir un argument intéressant, je pense. Mais bon, on a fait une énorme digression. On va revenir sur les désavantages. Sauf si Bien sûr. quelqu'un voulait ajouter quelque chose, j'ai l'impression. Juste sur le fait qu'effectivement, tu avais la possibilité en virtuel de se filmer et au-delà de la transmission à d'autres personnes sur une chaîne de stream, surtout la possibilité de se remettre en question en fait. Moi, on filme nos parties avec mon groupe pour les revoir ensuite et se dire où est-ce qu'on a pêché, où est-ce qu'il y a eu un problème, est-ce qu'on peut s'améliorer sur certaines choses, ce qui est pas évident dans la vraie vie parce que à moins d'avoir effectivement une équipe ou alors un minimum d'équipement, ou voilà, c'est compliqué de se remettre en question parce qu'on est dans le jeu de rôle en tout cas et il ne faut pas avoir un avis extérieur très très tranché. Alors que là, ça donne l'opportunité de dire ah tiens, on se leur mate et tout, c'était drôle, ça par contre t'aurais pas dû. Ah, c'est intéressant. Juste une C'est petite intéressant. parenthèse là-dessus. C'est intéressant parce que ça fait penser à un autre sujet qu'on abordera sûrement, c'est la performance dans le jeu de rôle. Parce que est-ce que effectivement, euh, est-ce que le jeu, enfin, je pense là on va dériver énormément. Donc On je va vais essayer le de garder faire pour plus très, tard. je vais essayer de faire très très court et on va essayer de pas relancer, même si vous avez un truc à dire, je suis désolé. Pas de souci. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est la question un peu de est-ce que finalement un jeu de rôle c'est un véritable objectif? Est-ce que je dois faire une bonne partie de jeu de rôle? Enfin, est-ce que à la fin de la partie, les joueurs se disent on a atteint un résultat ou parce que moi je pense que le jeu de rôle avant tout, avant qu'on commence à le mettre sur internet, etc., c'était passer un bon moment. C'était pas avoir créé une partie idéale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est là où ça peut aider, peut-être. C'est si tu as des problèmes de communication avec certains joueurs qui vont pas te dire qu'ils étaient mal à l'aise. Toi, tu les regardais pas à ce moment-là. Qui vont pas te dire qu'ils s'ennuyaient. Toi, tu étais vraiment tunnel vision sur un de tes joueurs. Et en fait, quand tu regardes, tu te rends compte qu'il y en a un qui est en train de faire une pyramide de dés pendant une demi-heure, tu vois. C'est intéressant. Bien qu'une pyramide de dés, attention, ce ne soit pas forcément mauvais signe. Hein. Ça l'aide peut-être à se concentrer. Ça l'aide peut-être à rester concentré, de s'occuper les mains. Bref, du coup, question. Donc là, je pense qu'on a parlé immersion, concentration sur les désavantages. Moi, il y a un truc effectivement sur lequel j'aimerais revenir. C'est sur le fait qu'on ne puisse pas parler en même temps quand on fait du jeu de rôle à distance. C'est-à-dire que si par exemple je fais un combat, potentiellement je vais m'adresser à mon voisin de droite, c'est son tour, je lui dis qu'est-ce que tu fais, etc. J'ai un autre joueur qui est un peu moins bon, qui pose une question, enfin il veut préparer son tour, et donc du coup il réfléchit avec quelqu'un d'autre, et on peut parler à deux en même temps sans se gêner, parce qu'on n'a pas un seul canal audio actif. Et je pense que c'est une situation dans laquelle la solution de séparer les salons ne fonctionne pas parce qu'on va pas séparer les salons à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un. C'est pour tout simplement des questions de fluidité. Est-ce que vous pensez que c'est un problème? Parce qu'on peut aussi le voir comme un avantage, je pense. Le fait de tout le temps s'écouter les uns les autres. Mais on peut perdre en rythme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On va dire Flavia. Très bien, j'ai pas eu le temps de noter ce que je voulais dire. Du coup, en fait, ça a été. Du coup, effectivement, ça va rejoindre la performance, mais en fait, le fait qu'on doive se taire et écouter pendant une partie de jeu de rôle virtuel a énormément apporté dans mon jeu de rôle réel. C'est-à-dire que effectivement, maintenant, j'écoute, je suis plus attentif, je lève la main, j'ai une autodiscipline en fait qui s'est mise en place grâce ou à cause avoir du jeu de rôle virtuel et j'ai pu acquérir certains réflexes, on va dire. Après, il y a toujours la possibilité de s'envoyer des messages texte. En jeu de rôle réel, on va plutôt se faire un petit bout de papier qu'on va se donner
Là, il y a possibilité de s'envoyer des messages privés, par exemple. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est fait pour ne pas couper la parole. J'ai déjà eu des parties sur Roll20 où je notais, ou un ami notait ce qui se passait pendant que l'autre faisait du RP. Il dit ouais, je regarde un truc, ou alors où il posait une question à un autre joueur ou une autre joueuse qui était dans la présente, sans pouvoir interrompre justement la parole du MJ ou d'un autre joueur qui faisait son RP. Il y a des solutions, on s'adapte, il y a des apports. Est-ce que c'est bien ou pas bien? On va dire simplement que c'est une adaptation en fait à ton environnement, aux exigences. Ok. Gérer MJ. Gérer MJ, c'est à vous. C'est parti. Let's go. Merci. Ce que tu dis, Flavien, est hyper intéressant et ça me fait prendre conscience. Je pense qu'il y a un énorme avantage aussi de la distance par rapport à ça. C'est que tu peux jouer sur ce côté où forcément, en fait, tu peux parler à quelqu'un et en même temps, tu peux faire des petits messages privés, effectivement, et ça peut jouer sur la tension de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que tu vas préparer des choses avec un joueur en secret, ce que tu peux pas faire en présentiel. Enfin, tu peux le faire, mais c'est genre vraiment genre, oui, je te donne un papier. Alors, tout le monde le voit, en fait. Alors que là, pour le coup, la personne, elle peut même pas s'en apercevoir, elle est dans son roleplay ou quoi. Et toi, tu prépares une tension à côté, et genre, au niveau de la mise en scène et tout, je trouve que c'est génial aussi ce que ça donne. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Hugo, ce truc de, effectivement, je trouve que ça provoque une nouvelle organisation, effectivement. Et comme disait Claim, ça permet vraiment de faire un autre type de jeu, quoi. Je pense que c'est en ça que ça se différencie. Moi, je vois pas vraiment ça un désavantage, mais effectivement plus une différence d'organisation. En fait, là où ça va être un avantage pour certains, ça va être un désavantage pour d'autres, tout simplement. C'est-à-dire que, effectivement, si je vois le jeu de rôle comme une performance, un truc qui doit être très cadré, etc., le jeu de rôle à distance, ça peut me forcer à écouter les autres, à ne pas les interrompre, à pas tous parler en même temps. On peut créer de la tension avec des messages secrets, etc. Donc, en fait, c'est vrai que ça produit un jeu différent. Là où, si je suis autour d'une table avec mes potes, moi, je vais peut-être vouloir qu'on se passe à manger, peut-être qu'il y en a un qui va ne serait-ce que s'éloigner de son ordinateur, enfin de la table, mais qui va pouvoir continuer d'écouter les autres en faisant autre chose et revenir tranquillement sans interrompre la partie. Peut-être qu'on va s'interrompre, qu'on va pouvoir parler à plusieurs en même temps. Quand on voit des gens en train de jouer sur Internet, dès le moment où ils parlent tous en même temps, on comprend plus rien parce que nous, on est spectateurs et qu'eux, ils sont dans une performance. Mais eux, ils se comprennent parce qu'ils sont autour de la table et ils sont dans ce moment d'effervescence. Je vois qu'on a un petit bug. Ça s'est relancé. Il est de retour. Ok. Navré. Sans transition, du coup, c'est super. Navré. Est-ce que du coup, Claim, t'as quelque chose à dire là-dessus? Sur le fait sur ce que tu viens de dire, oui et non. En fait, je pense pas que ça soit un inconvénient en fait le coup de pas pouvoir se parler autrement qu'en parlant à tout le groupe, parce que comme l'a dit Jérémy, tu peux toujours te faire des messages à l'écrit. Bon, sauf quand t'as un clavier bruyant comme le mien, c'est plus chiant. Mais tu peux faire des messages écrits. Il l'a dit, ça amène vraiment quelque chose à la narration. Moi, je repense à une scène de jeu de rôle distance où, avec un ami, on était joueurs sur une campagne avec un groupe d'amis. Et en fait, on a planifié une trahison à l'écrit. Aucun joueur, ni même le MJ, ne s'y attendait. On a réussi à surprendre tout le monde en trahissant le groupe, en devenant les méchants. C'était très marrant. Et ça a surpris même le MJ. Et moi, je sais que c'est quelque chose que je recherche, en tout cas dans le jeu de rôle. On parle justement de performance. Je pense être un peu dans la recherche de performance parce que je veux moi-même faire un bon RP, parce que ce que je recherche dans le jeu de rôle, c'est l'immersion et la surprise. En tant que joueur, je vais vouloir m'immerger dans un univers que je ne connais pas, et ça va se faire grâce au RP des autres et du MJ. Si tout le monde se met à parler en disant wesh, je m'approche du gars, et qu'on est dans un médiéval, bon, ça va casser l'immersion, j'ai beaucoup moins m'amuser. Alors que si tout le monde parle bien, se met vraiment dans son personnage et évite le HRP, comme on dit, je vais beaucoup plus m'immerger, beaucoup plus m'amuser. Et en tant que MJ, ce que je recherche aussi, c'est cette immersion, c'est à la créer pour les joueurs, pour les satisfaire ou autre, mais aussi à être surpris et pas juste me dire j'ai fait mon scénario, il va se passer tout comme j'ai fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que mes joueurs me surprennent par leurs décisions ou autre. Et je pense que justement, le distance amène quelque chose à ça, parce que on peut justement se parler, mais vraiment de façon secrète pour le coup. Alors qu'en présentiel, on pourrait moins le faire. Et pour ce que tu disais sur le fait de pouvoir s'adresser à un joueur pendant que deux autres peuvent parler entre eux ou quoi, moi je sais que c'est un point qui me gênerait, même en présentiel, j'aime pas trop. Parce que moi je pars du principe qu'on est vraiment en groupe
et que s'il y a un truc qui doit être vraiment qu'il y a un joueur, c'est en RP, donc là, bah, tout le monde va genre s'isoler un peu, se boucher les oreilles, quitter la salle ou autre, alors que ça va être vraiment, enfin c'est un truc de groupe, pour moi, il y a enfin, tout ce qui va être messe basse ou autre, c'est ce qui va justement, le fait que les gens n'écoutent plus, c'est ce qui va casser cette immersion et casser cette histoire. Enfin, moi, l'objectif, c'est à la fin, je pense, de tout mon groupe, MJ comme joueur, c'est qu'on essaie d'écrire une histoire, en fait. Et le fait D'accord. que tout le monde Ça, c'est intéressant. arrête d'écouter, de machin, ça va casser un peu ce rythme qui se crée. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que t'expliques, du coup, c'est effectivement que toi, t'es 100% dans la performance. Et en fait, c'est là, je pense que ça va changer, ça va être clivant pour pas mal de monde. C'est-à-dire que, comme pour d'autres débats autour du jeu de rôle, genre est-ce que ce jeu de rôle est bien ou pas, ça dépend toujours des attentes finalement. Bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que quand vous dites le jeu de rôle à distance apporte quelque chose en plus, en fait, la plupart des arguments que vous avancez, je pense qu'on peut aussi les retrouver autour d'une table. Bien sûr. Et d'ailleurs, par exemple, tu vois, autour d'une table, tu peux créer de la tension justement en passant un bout de papier. Tu vois, si t'écris secrètement, personne ne sait que t'as passé le bout de papier. Alors que si tu passes le bout de papier, les autres peuvent être en train de se dire oula, il se passe quelque chose, Oui, ça tout à va fait. éveiller leur attention, donc ça n'a pas les mêmes effets. Et Ouais. effectivement, moi par exemple, quand je fais du jeu de rôle, la majorité du temps, à quelques exceptions près, d'il y a très longtemps, j'évite, enfin, ça fait pas partie du genre de jeu que je fais, les messes basses. Justement, j'essaie d'un peu éliminer ces côtés secrets, etc. Des joueurs. Je trouve que ça apporte pas toujours beaucoup à l'histoire et ça peut créer des frustrations pour certains joueurs de savoir que quelqu'un leur cache un truc. Mais ça dépend. Il y a des jeux qui se prêtent plus ou moins bien au complot, etc. Est-ce que je vois que tu as quelque chose à dire, Flavien, je vois que tu fais un peu... Je suis en train de bouillir là. Pas par rapport à ce que vous dites, mais parce qu'il y a du vécu en fait. Il y a du vécu dans du jeu de rôle virtuel. Je vais pas balancer balance ton port, tout ça, non, ça va pas être le sujet. Mais plutôt, ça va être non, effectivement, j'ai souffert. Enfin, non, ouais, je veux dire, il y a eu quand même des problèmes sur le fait que il y ait des clans qui peuvent se faire malgré tout. Enfin, c'est pas automatique, hein, ne prenez pas peur, vous qui nous regardez, ce n'est pas automatique. Mais il peut effectivement y avoir des messes basses où tu as deux personnes qui vont jouer entre eux, le MJ va jouer avec cette personne et va mettre de côté le reste du groupe. Et pendant que toi, tu es en train d'expliquer ce que tu es en train de faire, machin, le MJ, en fait, il est en train de parler avec une autre personne et va te dire en fait, t'as dit quoi? Je suis en train de faire mon jeu de rôle, là, tu es en train de chatter avec telle ou telle personne. Donc, faut faire attention parce qu'effectivement, les messages, c'est comme tout, c'est un outil, si c'est mal utilisé, si c'est pour faire de la digression et partir de ton côté, effectivement, comme tu dis, Hugo, pour abandonner le groupe et faire ton truc de ton côté, effectivement, on est avant tout un groupe, on est des aventuriers, on vit une aventure ensemble. Et faire du jeu de rôle virtuel, c'est pas parce qu'on se voit pas qu'on n'est pas ensemble, quoi. Enfin, je veux dire, ce qu'on fait là, par exemple, ce soir, c'est un bon exercice. On est là, on est présent pour le même objectif. Donc, oui, effectivement, il peut y avoir aussi des problèmes par rapport à D'ailleurs, cette... là, je vais faire le parallèle vite fait avec la concentration et puis on passera à la suite, je pense, parce qu'il ne faut pas que ça dure non plus des heures et des heures. Mais effectivement, pour des questions de concentration, le fait que les gens puissent chatter discrètement, bah, ça peut les déconcentrer parce que potentiellement, ils vont ne pas discuter de jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire que... Alors que quand tu es autour de la table... si tu commences à parler avec les autres, tout le monde s'en rend compte, tu vois, si tu commences à faire ouais, le foot ça a été et tout, genre tu fais les gars, s'il vous plaît, ouais. Alors là, après ça reste quand même une question de respect finalement, qui autour d'une table ou non devrait s'appliquer. Après, ça relance un débat sur est-ce que le maître du jeu est censé surveiller ses joueurs. Ah oui. Mais bon, on va s'arrêter. C'est autre chose. Oh là là. Les téléphones à table, c'est un peu, ça se rejoint un peu avec le téléphone à table, parce que regarder les messages, etc. C'est une distraction, mais il faut se recentrer. Ok. Maintenant, on va passer. Là, je vais plutôt réagir à ce que vous dites plutôt que d'amener des sujets. Je vais vous laisser me dire ce que vous pensez être des avantages, si possible, intrinsèques au jeu en ligne, qu'on pourrait absolument pas retrouver dans le jeu de rôle physique. Alors, c'est une question un peu compliquée, notamment, je pense, pour MJ et Claim qui ont majoritairement une expérience en ligne. Peut-être qu'il y a des trucs qui, a priori, pour vous, ne peuvent pas se faire autour d'une table et qui, en fait, sont faisables, etc. Je vous laisse me dire ça et je vais commencer justement, je pense, par Claim, parce que je pense que c'est Claim qui n'a que de l'expérience à distance.
pour le coup. J'ai un peu de présentiel, bon, pas Ok. beaucoup, mais un petit peu. Vas-y. Moi, je pense que les avantages seraient, premièrement, bon, le facile, c'est la distance. On peut faire beaucoup plus facilement se réunir toutes les semaines ou autres. Il n'y a pas de ah, mais je peux pas venir jusqu'à chez toi, ça fait loin. Non, là, t'es chez toi, tu prends juste 2 heures sur ton PC. Donc, c'est déjà beaucoup plus simple là-dessus. On peut faire de façon beaucoup plus régulière des choses. On peut avoir plusieurs groupes à la fois parce que bah, là, faire du JDR, il n'y a plus besoin de telle date, t'es dispo, on peut tous. Non, c'est un appel Skype, une partie, c'est bon. Les autres avantages, je pense, mais ceux-là sont vraiment possibles aussi en présentiel, c'est tout ce qui va être musique, mais en réalité, une enceinte Bluetooth, ça fait tout à fait le taf aussi. Un côté pratique, je pense surtout avec tout ce qui est macro. Les trucs déjà inclus, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de matériel. On peut facilement créer des règles et des fiches. Il y a tout pour sur Roll20 notamment. On peut faire un tableau de stats. On peut vraiment lier des stats à des trucs. C'est créer des fiches est vraiment simple. Donc créer des règles l'est encore plus. Donc il y a vraiment pas forcément besoin de notions, de règles de base, d'avoir lu un livre de règles ou autre. Les macros, après de façon générale, et là on rentre vraiment dans l'expérience différente, dans l'expérience plus jeu vidéo, en tout cas de distance. Ce que je disais tout à l'heure, cette césure un peu qui se crée. Où là, les macros, je pense pas du tout que ce soit quelque chose qu'on aura en présentiel. Alors, et c'est pas pour tout le monde en effet, là, c'est vraiment quelque chose de différent. Mais moi, je sais que j'aime beaucoup jouer avec ça, programmer des macros parfois pendant longtemps, parfois même pour faire des blagues. Hein. Une fois, j'avais donné un objet magique à mon groupe d'aventuriers. Et c'était un truc qui pouvait leur sauver la vie, mais qui marchait qu'une seule fois, et c'était un truc qui s'adaptait aux situations. Et en fait, il y en a un qui l'a utilisé, j'avais codé le truc pour qu'il doive rentrer le nombre de PV qui lui manquait, le nombre d'alliés encore en vie qu'il avait, le nombre d'ennemis qu'il affrontait et tout, pour qu'à la fin, ça mette juste un message troll pour dire vous êtes fait arnaquer en achetant ça. Ok. Mais les macros, je pense que ça ajoute aussi une dimension peut-être de jeu assez amusante, mais on rentre vraiment plus dans le jeu vidéo. Et après, je pense aussi un des principaux avantages serait de pouvoir plus facilement inviter des gens. Moi, je sais que j'ai un groupe d'amis avec qui je joue, mais on a tous joué avec d'autres gens, et en fait, on se connaît tous un peu. Donc, je dirais qu'on est un peu un petit groupe d'une dizaine de joueurs à tous se connaître, mais on joue jamais à plus de 4. Et c'est vrai que parfois, pour une session, j'ai un méchant que je fais jouer par un autre ami, il le voit débarquer vraiment par surprise, ils font ah, bah il est là. Oh, cool. Ça, c'est Alors, pas mal. c'est vrai qu'on peut le faire aussi en présentiel, mais il y aura beaucoup moins de surprises parce que. T'as ton pote. C'est drôle. T'as ton Tiens, pote il qui est. y a sa voiture devant la maison. T'as c'est ton bizarre, pote qui est ça, caché dans le il vérifie. placard, tu vois, depuis 3 heures. Alors que là, je peux beaucoup plus facilement juste me dire rejoins Ça serait l'appel génial. Discord maintenant. Je peux beaucoup plus facilement faire rejoindre Oui. l'appel maintenant, et lui, ça lui a pris 10 minutes, il s'est amusé, il a joué aussi, et après, il a pu repartir ou regarder la session. Je pense aussi un truc, c'est d'avoir des spectateurs plus facilement. Même si bon, on peut tout autant en avoir en présentiel. Moi, je sais que j'ai un ami qui adore regarder mes parties, mais qui a pas forcément envie de jouer. Et ça lui plaît de regarder ça en faisant autre chose. Et je pense après à l'accès aux débutants, de façon générale, parce qu'il y a moins l'aspect de timidité. Il n'y a pas le je vais rencontrer des gens ou quoi, non, t'es pas obligé de mettre ta caméra, tu vois, par exemple. Tu peux juste, j'appelle le groupe et je vais entendre des voix, je vais jouer. Mais ça va pas pénétrer mon intimité. Et je pense pour les gens qui ont beaucoup de soucis justement de confiance en eux ou autres, ça peut être un gros moyen justement de se développer là-dedans, de briser certaines barrières, certains complexes. Je pense pour les gens qui sont très introvertis. Parce que de base, je sais que le jeu de rôle, avant même qu'il y ait du virtuel ou quoi, hein, de façon globale, ça aide aussi à se développer, que ce soit avec le RP, etc. Mais je pense du coup que ça facilite l'accès à distance, parce que je pense qu'une personne qui est vraiment très très timide, le jeu de rôle lui amènera quelque chose, mais elle n'aura pas forcément l'audace d'aller voir un groupe et de se réunir avec des gens pour jouer, alors qu'à distance, ça lui prendra qu'un instant. Ok. Qui veut? Très bien, Si je t'en peux te prie. laisser- Non, j'allais justement te laisser la parole. Ah, vu ok. qu'il y a pas mal de points que Clem a abordés, que je suis en train de rayer. Ça me fait du bien, justement. Je suis en train de me dire qu'il y aura moins de choses à dire après. Donc, comme ça, je pourrais me concentrer sur ce qui reste. Ah, vas-y, D'accord. J'irai. Alors, Jérémy. JRMJ, tu peux dire JRMJ comme ça, d'un seul trait. Il n'y a qu'un problème. Alors, il y a certains trucs, ouais, effectivement, certains avantages qu'on peut retrouver, à mon avis, dans les deux, mais de mon opinion, ça me paraît plus facile à faire en ligne. Au niveau du combat, je trouve qu'effectivement, comme dit Claim, c'est beaucoup plus simple, notamment d'avoir des supports visuels interactifs.
avec lesquels tu peux avoir des pions, etc., que tu peux bouger. Tu peux en avoir effectivement avec des battle maps en réel, mais tous les JDR n'en ont pas, notamment les JDR créés. À part si tu vraiment as une arme d'artisan et tout, et dans ce cas c'est vraiment génial, je kiffe. Mais effectivement, sur un truc virtuel, t'as pas forcément aussi d'argent à dépenser ou quoi, c'est directement là. Et donc je trouve que pour ça c'est plus intéressant. Je trouve aussi au niveau des visuels global, par exemple pour les fanarts et tout, on peut certes imprimer des visuels pour un jeu de rôle en présentiel, mais je trouve que c'est quand même plus galère et plus coûteux surtout, que d'en avoir sur tes onglets, etc. et de les avoir en fiche de perso et tout. Mais par contre, il y a un truc sur lequel je voudrais insister, et que je pense moi c'est le truc qui me fait kiffer le jeu de rôle à distance, c'est qu'il y a la possibilité à distance de créer du sens à travers les outils en ligne. Par exemple, sur Roll20, tu as des dossiers que tu peux nommer et dans lesquels tu peux mettre tes fiches perso. Et tu peux très bien créer un dossier allié. Et tu mets les gens qui sont les alliés des personnages. Ce qui veut dire que quand tes joueurs vont voir le dossier, ils vont se dire « Ah, lui, il est dans le dossier allié, donc c'est mon allié ». Et de ce fait, ils vont adapter leur RP à ça, forcément, tu vois, inconsciemment, et ils vont dire « Ok, donc lui, c'est mon allié, donc c'est bon ». Et si tu en fais un traître, eh ben, tu le passes dans le dossier ennemi, et en fait, ça fait que tu joues avec la perception de tes personnages et avec leur RP par l'outil en ligne, en fait. Et pour moi, c'est vraiment un truc ouf, c'est-à-dire que tu as un nouveau moyen, c'est comme si tu avais créé un nouvel outil de cinéma, quoi. Où tu as créé un nouvel outil qui permet de créer du sens à l'intérieur de ton JDR. Le deuxième exemple que je peux voir avec ça, c'est que ça permet de voir les noms des musiques, en fait. Si tu es en présentiel, tu vas pas forcément dire cette musique-là s'appelle Bataille de je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, selon les noms des musiques, ça peut aussi aller en écho avec ce qu'ont vécu ou ce que vivent les personnages. Et là encore, ça permet de créer du sens à travers un outil en ligne. Et je trouve que c'est vraiment ça l'un des gros avantages du JDR à distance, c'est que ça te permet d'avoir de nouveaux outils pour créer du sens nouveau à tes parties. Ok. Flavien. Du coup, ça va être en complémentarité. Ah, je vais y arriver. Tu vas couper. Ça va être en complémentarité de ce que Jérémy MJ vient de dire, c'est que y a des outils qu'il n'y a pas forcément réel. Je pense notamment à l'éclairage dynamique dans les donjons, qui permet justement d'avoir il y a plusieurs manières de l'utiliser. Tu peux le faire pour créer de la tension. Tu peux le faire pour créer tu peux l'utiliser notamment pour faire popper un ennemi soudainement dans le noir, ou dire je vois un petit bout de token mais je vois pas le reste, donc je sais qu'il y a quelque chose mais je sais pas exactement ce que c'est. Il peut y avoir une tension là-dessus. Le brouillard de guerre, pouvoir révéler des images au fur et à mesure des salles de donjons, alors que quand tu es sur une ardoise, alors moi j'essaie d'inventer une technique avec un système d'aimant pour essayer de cacher les salles, mais c'est clairement pas ergonomique par rapport à ce que peut faire le virtuel. J'ai aussi la gestion des effets de jour et de nuit qu'on peut avoir sur le. Bon là après on part clairement dans de l'esthétique, mais avoir des flammes animées, avoir un pont qui s'ouvre et qui se ferme, des portes, des pièges animés, des surprises du coup qui arrivent, mais en visuel. Là vous êtes en train de marcher sur une plaque et je sais qu'il y a des gifs. En gros, c'est une plaque à poussoir. On marche dessus et d'un coup il y a des flammes qui explosent, c'est du visuel, c'est beau. Il peut y avoir des effets sonores aussi en plus des musiques qui accompagnent la surprise en jeu de rôle. Il y a des choses à voir. Avec du bon équipement, on pourrait l'avoir aussi en jeu de rôle réel, mais bon, il faut avoir la grosse table de jeu de rôle avec l'écran au centre et des trucs vraiment assez coûteux, on va dire, en termes d'argent, mais c'est des apports du virtuel que effectivement le réel ne peut pas forcément avoir. C'est hyper intéressant tout ce que vous avez dit. Du coup, je vais peut-être monopoliser la parole un peu parce que j'ai noté des trucs. Vas-y. Alors déjà, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, dans la majorité des trucs que vous avez dit, en dehors de Claim, l'histoire du joueur qui arrive à l'improviste et tout, ça, je pense que c'est impossible en réel quasiment, et franchement, c'est pas mal. Mais tout le reste, c'est faisable physiquement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là où vous dites le jeu à distance me permet ça, et je pense que c'est un des avantages du jeu à distance sur le jeu en physique, c'est parce que vous, dans les compétences que vous maîtrisez, ça va vous prendre moins de temps de le faire numériquement que de le faire physiquement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc en fait, tout le monde ne va pas se retrouver au même point, tu vois. Par exemple, là où toi, tu vas aimer créer des macros, tu as quelqu'un, il va aimer monter ses figurines, tu vois. Ouais. Là où tu vas aimer préparer ta battle map, tu as des mecs qui vont prendre des bouts de polystyrène, ils vont faire des super terrains en 3D et tout.
Et du coup, c'est drôle parce que je pense que c'est presque générationnel. C'est-à-dire que, genre, t'as des gens, c'est leur kiff, tu vois, de préparer des trucs en physique. Moi, j'ai déjà, par exemple, moi, dans des parties, j'ai déjà mis plusieurs enceintes différentes pour faire venir des sons de différents endroits. T'as des gens, j'avais entendu, je sais plus qu'est-ce qui disait ça, je crois que c'était dans une interview avec Fibre au Tigre, un truc comme ça. Un mec, dans sa salle, il avait écrit plein de runes et tout, avec des encres invisibles, et paf, il éteint la lumière, et pff, tu vois, toute la pièce, ça devient... Donc t'as des trucs à faire en physique. Pareil, en physique, tu peux changer de salle, tu vois, tu peux avoir prévu des trucs de fou, tu vois. Tu peux décider d'aller jouer dehors pour avoir une ambiance différente. Tu peux donner à manger des trucs à tes joueurs, tu vois. Donc en fait, il y a plein d'aspects comme ça qui sont plus ou moins faciles à reproduire, et on pourrait passer des heures à essayer de se dire est-ce que c'est plus facile en physique, en distance. Je pense que c'est même subjectif au vu des compétences. Et là où je vous rejoins pas trop, par contre, c'est sur la création des règles qui est simplifiée. J'ai l'impression que ça me complexifie la tâche. Là où c'est un avantage, les macros, c'est que effectivement les joueurs n'ont pas besoin de savoir les règles. Est-ce que c'est un avantage ou pas? Je vois déjà des gens venir dire ah c'est des flemmards, les jeunes, ils apprennent pas les règles, mais c'est vrai que pour moi c'est un avantage. Ça peut être un avantage clairement. T'as des gens ils ont pas envie d'apprendre les règles, alors que t'en as qui ont envie de se plonger dans les règles à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien, tu vois, que tu prennes le bouquin, essayer de réfléchir à tous leurs trucs. Là où quand t'apportes les macros, tu fais un peu un preset, tu vois. T'as prévu les paramètres de ta partie en amont. Et ça m'amène à un truc, je sais pas ce que vous en pensez. Une fois de plus, je pense que le jeu à distance permet un format différent de celui en physique. Parce que dans le jeu à distance, vu que tu prépares beaucoup de choses, t'es obligé de préparer certaines choses que t'aurais pas eu à préparer en physique, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si tu veux que toutes tes règles soient couvertes par la macro, tu vois. Et du coup, peut-être que tu vas avoir plus de difficultés à insérer un PNJ à l'arrache, parce que t'auras prévu peut-être plein de profils de PNJ, là où dans un autre jeu de rôle, je prends une feuille de papier, j'écris en 2 secondes, force, tac, 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 j'écris 3 chiffres, et hop, j'ai mon profil de PNJ devant moi, là où toi, tu vas le rentrer dans des cases, etc., pour que ça fonctionne avec le système de la plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut pas vous bloquer parfois dans l'improvisation ou ralentir le rythme, en tout cas pour improviser? Je pense pas, personnellement. Je pense que si le coup justement t'as juste à le remplir en 3 secondes, c'est aussi le cas en fait en ligne, à distance, dans le sens où les fiches sont souvent préfaites. Et si tu crées un PNJ qui doit avoir une fiche, à partir du moment où tu as créé ta fiche, tu peux vraiment tu l'as déjà en fait, t'as pas à la re-remplir à fond, et c'est exactement pareil, t'as déjà les cases force et t'as juste à remplir un nombre à chaque fois en fait, t'as juste à remplir les cases exactement comme en présentiel finalement. Mais pour rebondir sur ce que t'as dit au début justement sur le fait que lorsque tu disais finalement, et t'avais très raison, lorsque tu dis le temps qu'on met sur une battle map, il y en a un qui peut le passer sur des figurines, sur des maps en polystyrène ou autre, parce que j'ai énormément vu ça sur internet, des gens qui préparent des grandes cartes, tu te dis ils ont dû faire ça a dû leur prendre des heures, ils ont préparé toute une miniature pour un champ de bataille et tout. Et je pense finalement qu'en fait, de façon générale, le jeu de rôle, c'est un ode à la création. Et moi je sais que c'est vraiment ce qui me plaît dedans, c'est vraiment quelque chose qui fait ressortir la créativité, parce qu'on va imaginer des règles, imaginer un univers, imaginer une histoire, imaginer un personnage. C'est tout reposant sur la notion de créer. Et je pense simplement finalement que le jeu de rôle à distance donne simplement d'autres outils pour créer en fait. Ouais. Parce que c'est là, lorsque tu parlais des compétences, tout le monde ne les a pas. Je pense en revanche que l'avantage du jeu à distance sera de te donner des outils que tu vois plus facilement. Quelqu'un qui veut créer un jeu de rôle dans sa chambre présentielle juste, il va pas forcément tout de suite penser à utiliser tel truc pour faire telle chose, utiliser ça pour faire ça. Alors qu'à distance, il dit j'aimerais créer ça, il va juste regarder dans les outils, il dit ça peut m'aider. Ouais. Pour moi, je suis d'accord sur toute la ligne, dans le sens où c'est un appel à la création, etc. Après, je pense que pour la majorité des gens, au fur et à mesure de ta vie, tu développes des compétences qui te font adopter des réflexes. Mais si tu veux fabriquer des figurines, ou si tu veux faire du Roll20 et que tu n'as des compétences ni pour l'un ni pour l'autre, l'idée te sera sûrement venue de l'avoir vu sur internet, et donc qu'il y ait des tutos, etc. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est sûr que si je suis tout seul dans ma chambre et je connais pas l'existence des figurines, je vais sûrement pas avoir une épiphanie où je vais faire
attends, si je prends des bouts de plastique que je les fais fondre, je pourrais peut-être fabriquer des... tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est sûrement que tu l'as déjà vu quelque part. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est des questions de sensibilité et tout. Il y a des gens qui vont préférer avoir à la fin un bel objet, quitte à avoir mis un peu d'argent, tu vois, pour acheter des matières premières. Et puis même, ça me fait penser à un autre truc pour le brouillard de guerre. Effectivement, c'est un truc plus difficile à faire en physique. Tu peux avoir un meilleur effet de surprise, mais tu peux aussi en jouer en physique, au contraire, à avoir... Tu sais, tu mets la figurine derrière toi du méga dragon, tu sais, puis les joueurs, ils entrent dans la pièce, ils font « Attends, mais c'est pour ce soir, ça, ou pas » et tout. Et puis toi, tu fais « Ouais » et tout. Et puis là, tu fais Après, « Et là ?» Et tu te retournes et ils font « No !» tu peux utiliser du coton aussi, hein. J'ai vu ça dans Roll and Play, utiliser du coton pour faire du brouillard de guerre sur ta map, pourquoi pas. Ça... Il y a des solutions, effectivement, vous avez raison, c'est avant tout les capacités de chacun, en fait, à pouvoir mener un bout de soi, entre guillemets, dans le jeu de rôle, dans tes capacités. Mais moi, il y a des trucs que je n'arriverai pas à mettre dans le virtuel. Par exemple, j'aime bien faire des vidéos d'introduction avec un peu de musique, des illustrations, etc. Ça m'embête de devoir le uploader sur YouTube ou un truc comme ça, alors que là, en réel, je lance sur la télé et on n'en parle plus, en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a une temps de préparation, effectivement, ça dépend des sujets, mais effectivement, il peut y avoir des temps de préparation qui sont considérables sur le virtuel. Et oui, toutes les feuilles de personnages ne sont pas codées. Alors que oui, tu peux prendre un bout de papier, faire ton truc machin. Ça dépend vraiment du type de jeu de rôle. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'il y a des jeux de rôle qui sont plus adaptables en virtuel que d'autres? Est-ce que c'est possible pour tous les jeux de rôle ou pas? Je ne connais pas tous les jeux de rôle, donc c'est une question que je vais poser comme ça. Mais il faut vraiment choisir le bon outil, il faut choisir le bon système, il faut savoir quelles sont ses compétences, demander aussi à ses joueurs et ses joueuses autour de la table qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Mais ça, c'est aussi valable dans le réel. Donc, Mais c'est sûr que je suis sûr qu'il y a des jeux plus adaptés à l'un et l'autre. Typiquement, si je veux jouer à Pathfinder ou un jeu, enfin, je vais me faire enflammer, je vais me faire tabasser. Mais genre un jeu un peu compliqué quand même. Enfin, où il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup potentiellement de mathématiques. Tu vas peut-être oublier un de tes talents au moment où tu as acheté les dés. Si c'est une macro, tu vas pas l'oublier. Donc ça fait que même si imaginons tu veux jouer avec tes potes à un jeu de rôle et en fait ta limite ça a toujours été que tu as trouvé ça trop compliqué. À partir du moment où tu arrives et tu utilises, que ce soit en ligne ou en hybride, et d'ailleurs on pourra parler un peu de ça, que tu as un support numérique qui fait que tous les calculs sont faits, tu peux peut-être jouer avec tes potes qui voulaient que jouer à Pathfinder, tu vois, qui veulent pas jouer à des jeux simples pour t'aider à entrer dans ton groupe, tu vois. Toi tu vas pouvoir te pointer et faire ok, si j'ai pas à m'occuper de tout l'aspect règles, je vais pouvoir jouer avec vous, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Là où, à l'inverse, je pense qu'il y a une certaine forme de convivialité ou d'interaction physique, plein de trucs qui sont pas retrouvables dans le jeu de rôle virtuel, à moins qu'on se retrouve avec des combinaisons et des Oculus Rift du futur et que voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que... Oh non, on va partir trop loin. Plus on va pousser l'immersion en ajoutant des outils technologiques, plus je pense ça va être difficile d'improviser et de garder à fond le truc imaginaire. C'est-à-dire que le jour où on commence à faire du jeu de rôle vraiment virtuel, imaginons, hein, on a des casques et tout, le MJ il va plus pouvoir faire ok, là tu vois ça qui se passe, ça qui se passe, ça qui se passe. Et tu fais moins travailler l'imagination, ce qui peut être un plaisir aussi, de ne pas avoir les choses devant toi et de chacun imaginer quelque chose, tu vois, qui peut être un peu différent finalement. Est-ce que c'est grave? Tu vois, tu peux aussi voyager un peu intérieurement quand t'as pas de support visuel, plutôt que te retrouver avec un dessin spécifique d'un monstre. Tu peux te l'imaginer comme tu veux, etc., quoi. Ouais, je pense... Je peux parler. Ah oui, bien sûr. On est là pour ça, après tout. Tout à fait, clairement. Je pense que tu marques un point, Hugo, sur l'improvisation. Je pense que clairement, je m'en rends compte aussi, c'est que sur virtuel, vu que tu crées plein de choses,
t'es en mode bon, s'il passe pas par là, je suis un peu dans la merde dans le sens où j'ai pas de truc, enfin j'ai pas de support visuel pour ça par exemple. Moi je sais que c'est un truc que je rencontre tout le temps. Je me dis si j'ai pas de support visuel pour s'ils vont dans cette direction-là, je me dis comment je fais quoi. Donc je pense que pour l'improvisation c'est plus compliqué, mais je dirais que du coup en fait c'est plus difficile d'improviser en virtuel. Mais moi je trouve personnellement que c'est plus du coup difficile d'être vraiment immergé en présentiel. Parce que du coup vu que le visuel certes, tu es dans une situation du coup qui est plus préétablie entre guillemets, tu as plus ce truc de ok, c'est aller de manière fluide et du coup ça va, je suis toujours dans l'immersion. Alors que le présentiel, je trouve qu'il y a un côté moins immersif du coup, dans le sens où si tu improvises, du coup tu brises un peu l'immersion. Ce n'est que mon avis, attention, c'est très subjectif. Et j'étais d'accord aussi avec ce que tu disais, Flavien, je ne sais plus pourquoi. En tout cas, c'était lié à ce côté de narrativisation. Ouais, je pense que les jeux narrativisés vont mieux sur du virtuel et les jeux plus bac à sable peut-être plus en présentiel. Ouais. Je pense que, je pense que ouais, du coup, je pense. Ok. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire en plus, parce que là, ça fait quand même une plombe qu'on est là. On s'ennuie pas, hein, mais le truc, c'est que tout est tellement cool qu'il y aura sûrement pas de cut et que ça va être très long. Tu peux aller le diviser en plusieurs épisodes. Ah oui, peut-être, ouais. Tu peux le couper en plusieurs vidéos vu qu'on a eu des grands axes. Je pense que je mettrai juste des timecodes pour s'y retrouver parce que sinon ça va être terrible quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite? Peut-être un petit truc, ouais. Ce serait finalement, je te rejoins énormément dans ce que tu disais, mais en fait, je maintiens que justement, je rejoins moins les autres dans l'idée de préparation, dans le sens où, encore une fois, on aura tendance à distance à plus préparer, plus faire de visuel, plus machin, mais à aucun moment c'est une nécessité finalement. Et je pense vraiment qu'en fait, distance et catégoriser en fait le jeu de rôle distance et le jeu de rôle présentiel, pour moi c'est vraiment la même chose parce que en présentiel tu peux utiliser Roll20. Tu peux mettre un ordi au centre ou une tablette avec Roll20 en fait. Et c'est pour ça je pense vraiment que les deux sont encore une fois la même chose et que ce qui va simplement changer c'est d'une partie à l'autre les outils que tu utilises. Comme je dis, il y a des parties à distance qui sont sur Roll20. Il y a des parties en présentiel qui sont avec. Et je pense vraiment qu'en fait, c'est simplement des outils, encore une fois. Et en effet, par contre, plus tu vas anticiper et plus tu vas utiliser d'outils principalement numériques, même si ça marche aussi sans le numérique, plus tu vas être sensible à l'imprévu. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi partisan, même à distance, de moins faire de maps ou d'en faire des simples ou autres. Et je sais que sur un de mes groupes, je fais ça parce que c'est ce que mon groupe attend. Genre, je sais que si je faisais pas de map, ils aimeraient pas du tout, eux. Mais autrement, j'en aurais pas forcément mise parce que je sais que s'il y a un gros imprévu, ça va être la cata. Ou alors ce que je m'efforce de faire, c'est essayer d'en faire un maximum pour essayer d'anticiper tous les imprévus. Mais il y a toujours la possibilité que... Donc c'est vrai qu'on tombe très facilement dans le couloir. C'est vrai, mais en fait, ce qui est drôle, et je pense après on va passer à la suite quand même, mais ce qui est drôle, c'est que c'est quasiment une même problématique qui s'est posée avant même le jeu de rôle à distance. Hein, c'est juste la problématique qui du coup peut-être va toucher plus les nouveaux joueurs qui commencent par le jeu à distance, qui vont avoir peur de ne pas avoir préparé assez de choses et qui vont avoir peur d'improviser et du coup se mettre à préparer énormément. C'est ça. Mais ça s'applique aussi en fait à tous les MJ qui commencent très souvent avant que tu aies joué ta première partie qui va vraiment déterminer, où c'est là que tu vas te dire ah en fait les vrais problèmes que j'ai rencontrés c'était ça, et que tu vas trouver des solutions. Généralement quand t'as pas encore commencé à jouer, tu t'inventes des problèmes. Et notamment, tu penses que tu vas pas être capable d'improviser, et du coup, tu prépares des tonnes et des tonnes de trucs, et ça peut se faire aussi en physique pour des débutants. C'est-à-dire que ça se voit, je sais qu'il y a des gens sur la chaîne YouTube, moi j'essaye régulièrement de faire des petites vidéos, genre en mode lancez-vous et tout, de rappeler qu'on n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour faire du jeu de rôle, quoi, et qu'on peut apprendre au fur et à mesure. Et t'en as quand même beaucoup dans les commentaires qui, ça se voit d'une vidéo sur l'autre, ils continuent de poser des questions et je me demande s'ils ont vraiment commencé à jouer. Il y en a beaucoup qui posent plein de questions, qui se disent mais si mes joueurs ils font ça, qu'est-ce que je fais et ils se les posent pendant tellement longtemps qu'ils commencent pas à jouer, quoi. Et si ça tombe, le jour où ils vont commencer à jouer, ils vont se rendre compte qu'ils avaient préparé des tonnes de trucs, qu'ils vont en utiliser 1% de ce qu'ils avaient préparé et qu'en plus ils sont capables d'improviser. Donc c'est la préparation, ça peut être un blocage même en physique, quoi. Ouais, c'est la problématique du j'ai trop préparé. Là, on va sur la performance, du coup. Ouais. C'est de la performance. Je pense même juste sur la préparation. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Ouais, aussi. Carrément. C'est vrai. Ah si, il y a un peu de ça, c'est vrai.
Ok, donc on arrive sur la dernière partie de la vidéo parce que le but c'est non seulement de se remuer les méninges, d'échanger, etc. Mais c'est aussi de peut-être repartir avec des conseils pour ceux qui veulent jouer à distance. C'est la partie placement de produits. Non, pas spécialement. Évidemment, ça va être compliqué d'expliquer comment on fait des macros, etc. Je pense qu'il y a d'autres vidéos qui existent sur Internet qui répondent à ce sujet. Donc la question c'est plutôt, est-ce que vous avez un petit tips, une petite technique, un outil à recommander que vous utilisez, un petit truc qui met de la plus-value à votre partie, par exemple. Je pense, une fois de plus, je n'en reviens toujours pas, à Claim qui nous dit qu'il fait intervenir des joueurs par surprise. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez des petites idées comme ça, des trucs? Ou même, ça peut même être un petit logiciel, quelque chose comme ça, mais sans entrer dans de la grosse technique, quoi. Gérer MJ? Êtes-vous prêt? Ou Flavien? Vas-y, Flavien. Moi, j'ai pas grand-chose en vrai. Donc, J'ai MJ. Bâtard. J'ai plusieurs points. Est-ce qu'il faut que j'en choisisse un? Je propose qu'on en donne chacun un déjà, et puis si ça tombe... 4 points ou est-ce que j'en choisis un? Choisis-en un, parce que si ça tombe, quand JRMJ et Claim l'auront dit, ça en aura éliminé. Je dirais simplement qu'on a très vite fait de s'encombrer d'artifices avec le numérique. Les effets spéciaux, les battle maps, les musiques, les ambiances, les blocs de stats, les tokens. Moi, je vous conseille vraiment, si vous vous lancez dans du virtuel, d'aller à l'essentiel, d'être limite minimaliste dans vos besoins. De partir d'avec vraiment l'essentiel et pas prévoir des milliers de chansons, des milliers d'illustrations, des milliers de battle maps, etc. Parce que le virtuel, c'est vrai qu'on ne peut pas modéliser l'ensemble des lieux que les joueurs et les joueuses peuvent visiter. Donc, il ne faut pas se monter la tête. Au bout d'un moment, il va falloir utiliser ce que vous faites dans la vraie vie, c'est-à-dire un paint, une ardoise et vous dessinez. Donc vraiment ne pas se prendre la tête avec tout ce qu'offre le numérique. Il faut choisir ses outils et se concentrer là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Ça me fait penser en fait que finalement, ce dont il faut bien se rappeler, c'est que le jeu de rôle, c'est peut-être aussi ça sa force. C'est-à-dire que c'est de justement ne pouvoir improviser. Là où dans le jeu vidéo, vous pouvez pas... les développeurs ils sont pas là derrière vous à créer le jeu vidéo en même temps que vous y jouez pour qu'à chaque fois que vous alliez quelque part il se passe quelque chose. Si je commence à tout préparer, est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire du jeu de rôle si tout est prêt? Est-ce qu'on a encore besoin d'un MJ si toutes les interactions sont scriptées? Non, là on entre. Si vous préparez trop de choses, peut-être que vous ambitionnez un autre média en quelque sorte. Donc ouais, je suis assez d'accord avec ça. Flavien ou Claim, pardon, Gérer MJ ou Claim? Jérémy, est-ce que tu as trouvé une petite idée? Toujours pas. Vas-y, Claim. Réfléchis encore. Très bien. C'est-à-dire que moi, si je devais donner en fait quelques tips, ça serait vraiment genre plein de petits outils que j'utilise. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup rejoint de Flavien dans le sens où tout ce que je vais pouvoir donner ou quoi, ça reste facultatif. Et je pense que le principal outil en fait, c'est la tête. C'est simplement en fait imaginer et utiliser n'importe quel outil. Internet, c'est pour le jeu de rôle à distance on parle. Hein. Donc Internet, c'est vraiment l'endroit où tu pourras trouver l'outil que tu veux. Donc ne te prends pas la tête à te dire ça c'est nécessaire, ça c'est nécessaire, ça c'est nécessaire. Pense d'abord juste à ta partie et comment tu veux qu'elle soit, à comment tu veux interagir avec tes joueurs. Et à ce moment-là, si vraiment il y a quelque chose que tu veux faire, je pense par exemple tu veux faire une belle carte d'un pays pour l'immersion, à ce moment-là cherche un outil pour le faire. Mais pas d'abord chercher un outil pour. Je pense par exemple à Incarnate, moi que j'utilisais déjà aussi et que je trouve très pratique. Et après, ça va vraiment dépendre des moyens de chacun, mais je pense que ça sera juste chercher en fonction de nos nécessités. Et les nécessités, ça, c'est simplement à nous de les fixer. Et ne pas se dire quelqu'un a fait ça, donc il faut absolument faire ça. Même si par exemple, je pense à un groupe où on tourne, hein, où le MJ change. Moi, c'est le cas à mon groupe, on a toujours joué ensemble et de temps à autre, on change de MJ. Et je sais que parfois, il y en a qui font un truc, il faut pas qu'on se mette la pression de se dire, faut que je fasse pareil. Et je pense vraiment, c'est aborder. Pensez vraiment juste quel MJ vous voulez être et vous dites je veux imaginer une scène, se dire il y aura ça, je veux qu'il se passe ça, et à ce moment-là se dire je veux vraiment qu'il y ait un effet spécial comme ça, et à ce moment-là télécharger un truc. Moi je sais que j'aime beaucoup, mais je voudrais par exemple mettre des effets de voix. J'ai un modifieur sur mon micro, je peux à tout moment modifier ma voix pour faire une grosse voix, une petite voix aiguë ou autre, mais encore une fois c'est indispensable, c'est vraiment purement accessoire. Tout comme dans du physique.
Vous C'est dites ça. pas je peux pas faire du jeu de rôle parce que je sais pas jouer Exactement. tous les PNJ. Non. Exactement. Je pense que, je pense que je vais rester sur ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, je pense que la discipline distance ou présentiel est la même, parce que les outils de l'un, l'image qu'on a dans ce débat de l'un et de l'autre, c'est clairement Roll20 versus la table, hein, ce débat. Je pense que les outils de l'un et de l'autre peuvent être utilisés en fait dans les deux cas. Une partie sur Roll20, on n'est pas obligé d'utiliser tous les outils de Roll20, on peut jeter nos dés tout seul, comme l'a dit Flavien. Bon, il y a la question de confiance qui s'installe. Une partie à table, on peut décider d'avoir une tablette avec Roll20 qu'on fait tourner ou autre. Et puis, C'est pour ça que je en pense fait, que... tout ce que vous dites, c'est exactement comme les conseils. C'est comme les conseils. En fait, si je passe mon temps à écouter des conseils, je vais me dire, ouh, ça a l'air hyper compliqué. Plus je vais regarder des conseils, plus ça va devenir impossible. Donc c'est beaucoup plus intéressant allez, tu regardes 2-3 vidéos pour te mettre en confiance. Tu vois, tu regardes un actual play, tu regardes 2 vidéos comment démarrer le jeu de rôle, tu commences à jouer, et là tu te dis, ah, j'aimerais bien avoir une règle un peu différente, là ça a pas bien marché, ou je suis pas si fort que ça pour improviser, est-ce que je vais chercher des conseils sur l'improvisation? C'est exactement la même chose en fait. Il vaut mieux faire, échouer, apprendre, que apprendre, 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 mourir. Et sans avoir fait. Savoir fixer ses limites, je pense. C'est ça, ouais. Gérer MJ. Ouais. Bah écoute, alors moi ce sera pas du coup un logiciel, ça sera un peu comme on dit les deux autres, de choses très très vraies, je pense, que vous avez dit. Et je dirais que si vous commencez le JDR, vous pouvez vous mettre en avant ce que vous savez faire vous en particulier. Ça peut être le dessin évidemment, ça peut être la narration aussi, si vous étudiez la narration, vous êtes dans une école de ciné ou de littérature ou quoi, et genre vous avez certains trucs pour l'attention dramatique, etc. Utilisez-le, mais ça peut être aussi des trucs tout cons, genre je sais pas si vous êtes plutôt cuisinier, et ben vous pouvez mettre ça en avant vraiment dans l'histoire de votre JDR et tout, et en fait ça va faire que vous serez aussi à la fois plus en confiance vous pour rentrer dans vos propres parties que vous organisez ou dans lesquelles vous jouez, et ça permet aussi de faire en sorte effectivement que vous en tirez du coup en confiance et que vous aurez un domaine dans lequel vous savez que vous pouvez vous rattraper. Et du coup je conseillerais ça. Comprenez ce qui est vraiment vôtre et ce qui vous plaît et vraiment ce dans quoi vous vous sentez confiant, et abordez le truc avec ça. Ce qui peut faire des trucs très originaux, des histoires très originales ou quoi. Voilà. Alors, c'était des très bons conseils, effectivement. Est-ce que, au niveau technique, vous avez un petit truc quand même? Genre, je sais pas. Je sais qu'il y en a un de vous, je sais plus, on en avait discuté, il y en a un qui utilise Watch Time Together, par exemple, pour diffuser la musique en simultané. C'était moi, ouais. Watch Together. Est-ce que tu veux parler de ça? Je pense que chacun peut peut-être amener un petit truc, ou peut-être pas. Si vous n'en avez pas, vous pourrez ajouter un autre conseil plus, je ne sais pas comment dire, plus Philosophique. non, pas un outil numérique, mais plus une technique perso. Voilà, un tout petit truc, genre un petit truc à ajouter à la partie à distance. Je peux peut-être te sortir 4 petits outils, enfin même 2 en réalité, Vas-y. qui peuvent éventuellement sauver la vie à certains MJ qui se pensent incapables d'improviser parce qu'ils ont fait un truc trop préparé avec les belles maps Run20 et les beaux tokens. Je pense vraiment au Watch Together, donc, Okay. dont je t'avais déjà parlé, qui permet de mettre des musiques en simultané. Ça permet de ne pas s'embêter avec un bot Discord à apprendre des commandes ou quoi. C'est simplement un site où chacun se connecte et il y a juste à mettre une vidéo YouTube dedans et tout le monde l'a en direct. Donc il suffit de mettre des musiques, on peut les préparer à l'avance, ça prend quelques minutes, c'est vraiment très pratique. Et sinon, pour sauver un peu la vie, au dernier moment, il y a un PNJ qui est prêt, j'ai rien, j'ai pas d'image. Token Stamps, qui permet en moins de 30 secondes de créer un token qu'on peut mettre dans Roll20. Et ensuite, je pense, celui-là c'est le gros truc. Je vais pas parler d'Incarnate parce que t'as déjà fait des vidéos dessus. Mais l'autre c'est Reddit, tout simplement. Reddit a un subreddit dédié à Roll20 qui est bourré d'aide. Et vraiment, du coup, je pense aussi si quelqu'un galère à faire une chose, au lieu de chercher 40 vidéos YouTube, des tutos et se démotiver, essayez de faire seul et chercher sur Reddit, il y a plein de choses. Avant de craquer, par exemple, s'il y a des belles maps, avant de craquer si j'ai envie de faire un JDR avec des maps, mais je sais pas en faire des belles, il y a l'option je fais des tutos, j'essaie d'apprendre. L'option je craque et je paye les maps Roll20. Il y a l'option Reddit où il y a déjà beaucoup de choses à disposition. Reddit aura vraiment, je pense, c'est un moyen d'aller chercher plein d'outils qui peuvent sauver les parties Roll20 en tout cas. Ok. Flavien ou GRMJ, est-ce que vous avez des outils vraiment pour le coup numériques quoi?
Numérique, j'ai Roll Advantage. On mettra le lien, je pense, en description. Ouais, toute façon, je pense que je mettrai tous les liens que vous citez en commentaire. Bah, en gros, ça permet simplement de générer, enfin pas de générer, de créer d'éditer des images pour en faire des tokens avec différents formats, notamment l'aspect visuel officiel de Donjons et Dragons. Donc ils ont un aspect rouge en fait qui est plutôt sympa si vous voulez rester dans la thématique. Mais sinon, je vais plutôt donner un conseil pas de vieux, mais l'idée c'est déjà Faites du sport. Ce n'est pas parce que vous faites du virtuel. Ouais, voilà, mangez 5 kilos. Non, ça vous dispense pas de faire autre chose en fait. C'est pas parce que maintenant vous faites du jeu vidéo à la maison et que vous faites du jeu de rôle virtuel que ça vous dispense d'aller voir les amis en vrai et de vous enfermer encore plus. Mais bon, ça à la limite, je vais pas faire la morale là-dessus. Je vais surtout parler de la concentration. Être sur l'ordinateur et surtout faire du jeu de rôle. Déjà, le jeu de rôle IRL, c'est épuisant quand on fait des parties de 4, 5, 6 heures, voire plus pour certains. Je vous raconte même pas la difficulté que c'est quand vous avez l'écran dans les yeux et que vous devez rester pendant plusieurs heures. Moi, je sais que ma concentration commence à digresser au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Donc, n'hésitez pas soit à faire des pauses régulièrement, déjà pour économiser vos yeux et jouer de manière dans une pièce éclairée. Et surtout, fragmenter vos campagnes. Si vous avez la chance de faire dans du virtuel, bah, vous n'avez pas la contrainte de temps. Donc, faites plusieurs petites parties, à la limite par semaine. Plutôt que des grosses parties de 4 heures en une seule fois, faites des petites parties régulièrement. Comme ça, vous aurez un suivi. Et voilà, ça permettra de garder aussi du rythme aussi dans vos parties, une certaine tension. Ok. Voilà. Jerry MG. Écoute, en ligne, je n'utilise que Roll20, ce qui me fait du coup dire possiblement comme conseil déjà qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir effectivement beaucoup d'outils numériques, même si ça peut carrément aider, je suis carrément d'accord. En tout cas, c'est pas forcément une nécessité. Et vraiment, en dehors en ligne, j'utilise du coup Lightroom et Photoshop. Mais en vrai, avant, j'utilisais le système de Windows 10 basique de modifier des images et ça marchait bien. Donc là, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Mais en vrai, justement, mon conseil, ça sera justement aussi de dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un PC de ouf et d'avoir plein d'outils et tout pour vraiment vous amuser. Donc voilà. Ok. Et bah franchement, je pense que c'était une excellente vidéo. Enfin, je suis là en mode déjà, ça va faire tellement de vues. Peut-être que je vais. Non. C'était vraiment un bon moment. Je pense qu'il y a eu pas mal de trucs abordés. Ce qui est complètement ouf, si vous êtes encore ici à l'heure actuelle, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez venir sur Discord et parler directement avec les gens qui étaient ici. Et oui, c'est ça, c'est incroyable. On va mettre du coup tous les liens des trucs dont vous avez parlé. Donc, je cite Lightroom, Photoshop, Roll Advantage, Watch Together, Token Stamp and Reddit. Oh my god. Donc, dans les commentaires. Faudra que vous me les envoyiez. Si vous avez les liens, vous me les envoyez directement après, les gars. Ouais, bien sûr. Et du coup, merci d'avoir participé. Franchement, ça s'est très bien passé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah merci à toi. C'était très sympa. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. Super intéressant. Un vrai plaisir. Et ben, je suis très content du coup. C'est une réussite critique. J'espère. Oh, yes. Ouais, bien joué. Oh là là. Même pas fatigué. Et là, c'est connexion de merde. Il s'est dit c'est fini, il s'en va. Ciao les gars. Allez, bisous. Il n'y a pas jamais, sauf maintenant. Merci, ciao à tout le monde. Attendez. Allez, moi j'ai pas le temps. Moi, Attendez. On les puisse pour la fin, c'est bon. Il est parfait. Donc ouais, comme je disais, si vous voulez participer à ce genre de format, si vous avez des retours à faire sur cette vidéo, ou si vous voulez discuter directement avec Flavien, Jerry MG, Claim, Hugo, vous pouvez venir sur Discord. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, comme d'habitude, les trucs de YouTube, ça nous aide beaucoup. Et si vous voulez le petit guide pour se lancer et mener une première partie de jeu de rôle, vous pouvez vous rendre sur notre site www.lebonmj.com. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Au revoir. Salut.